commençons. Alors, merci du coup à tous pour votre présence. La réunion ne devrait pas durer plus d'1 heure et demie, hein, ça devrait être assez rapide en fonction aussi des échanges qu'on aura après les présentations. Euh, Juste d'un point de vue pratico-pratique, n'hésitez pas à bien tous fermer vos micros, mis à part les intervenants. Et puis, je vous inviterai à réouvrir vos micros quand vous voudrez prendre la parole. Euh, Avant de commencer, quelques mots sur Réseau Bretagne Solidaire, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on est un réseau multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Donc, réseau multi-acteurs, ça veut dire des entreprises, des associations, des collectivités, des acteurs de l'enseignement, de la recherche. Voilà, c'est un réseau qui est ouvert à tous avec comme mot d'ordre la coopération et la solidarité internationale. Donc, pour animer ce réseau, on a plusieurs missions, pardon, développer des dynamiques, créer les synergies entre les différents acteurs, porter des projets multi-acteurs, donc porter administrativement, financièrement ces projets-là, les valoriser en Bretagne, les valoriser également à l'international. Et pour tout ça, on anime plusieurs groupes de travail donc sur des thématiques très diverses, des énergies renouvelables, la jeunesse et la mobilité des jeunes. On organise par exemple une rencontre la semaine prochaine entre makers et scientifiques, une autre rencontre avec les acteurs de la filière LED. Donc bref, c'est des thématiques dans des domaines plus larges les uns que les autres. Et aujourd'hui, on fait une petite exception à la règle parce qu'on organise cet événement autour du mécénat de compétences. Donc effectivement, on regroupe plusieurs acteurs. Mais là, la coopération internationale n'est pas mise à l'honneur. Je vais laisser la parole du coup à nos intervenants pour vous en parler un peu plus largement et balayer au maximum tous les sujets liés à ce dispositif. Comme je vous le disais tout à l'heure, je propose qu'on laisse les questions à la fin, si ça vous convient. Et puis pour les intervenants, on en a parlé précédemment, mais ce que je vous propose, c'est que je vous pose 4 questions qui seront ce qu'est le mécénat en règle générale. Pourquoi s'impliquer dans le mécénat, donc humainement, socialement, pour quelles valeurs? Troisième question, comment le mettre en place et quels sont les avantages plutôt juridiques et fiscaux? Et une dernière question, quel est le suivi de ce dispositif quand on l'a mis en place? Et on conclura par une présentation de vendredi pour vous accompagner à le décliner dans les structures qui sont intéressées pour le mettre en place. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je vais commencer par la première, qui est donc ce qu'est le mécénat en règle générale. Et puis, je vais vous inviter, Andrea, Audrey et Jean-Jacques, avant de vous lancer dans les réponses, peut-être vous présenter rapidement. Donc, Andrea, je te laisse la parole. Avec grande joie, merci beaucoup Alice. Juste avant de me présenter, peut-être que vous pourriez indiquer en chat exactement de quel organisme vous faites partie. Comme ça, on saura si on est plus face à des assos ou plus face à des entreprises pour aussi pouvoir orienter un peu mieux le discours et vous apporter un maximum d'éléments intéressants pendant ce webinaire. Alors moi de mon côté, je travaille chez Vendredi en fait où je gère toute la partie partenariat stratégique. J'aurai le plaisir de vous en dire plus concernant Vendredi tout à l'heure. Donc, globalement, nous, on est une plateforme de mise en relation entre des entreprises, des associations et des citoyens pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir s'engager dans un projet d'intérêt général sur leur temps personnel ou professionnel. Et pour répondre à la question d'Alice, qu'est-ce que le mécénat et qu'est-ce que le mécénat de compétences? Alors, le mécénat, de façon générale, en fait, c'est un dispositif qui va permettre à une entreprise de verser un don en nature, un don en compétences ou un don financier à une structure d'intérêt général. Et en fait, ce don-là donnera lieu à une possibilité de défiscalisation dont je vous parlerai par la suite. Le mécénat de compétences en tant que tel, en fait, c'est la mise à disposition de salariés sur le temps de travail au profit d'un projet d'intérêt général.
Donc, ce qui est important à retenir, en fait, c'est que c'est un engagement citoyen qui se fait sur du temps de travail salarié et pas sur du temps personnel. Et du coup, c'est un engagement fort de l'entreprise en faveur d'une cause qui lui tient à cœur. Merci. Jean-Jacques, est-ce que tu veux prendre la suite pour expliquer, toi, en tant que bénévole sur l'association, pourquoi tu t'es engagé? Oui, alors bonjour, Jean-Jacques Pierre. Donc, mon entreprise m'a offert, il y a plus de 2 ans, de faire un mécénat de compétences. C'est-à-dire qu'il y avait différentes formules d'aménagement de fin de carrière, dont le mécénat de compétences. Euh, Ce qui, dans mon contexte, a consisté à me mettre à disposition d'une association pendant une durée de 2 ans à 50% de mon temps, ce qui est peut-être un peu différent du mécénat, d'autres formes de mécénat qu'on abordera tout à l'heure. Donc Oui, moi, que mon Audrey mécénat s'est présentera. déroulé de septembre 2018 à septembre 2020. Je l'ai fait dans l'association France Bénévolat Quimper-Cornouailles, dont on a 2 représentantes ici qui, je pense, s'exprimeront tout à l'heure. Voilà. Donc moi, mon objectif, c'était me réinsérer, travaillant sur Rennes et habitant sur Quimper. C'était une formule qui me permettait de me réinsérer dans le tissu associatif, social, solidaire de Quimper, que j'avais quand même quitté pendant ces 15 ans. D'accord. Merci Audrey. Est-ce que tu veux prendre la parole, nous expliquer un peu dans quel contexte le Crédit Agricole a souhaité développer sa RSE? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Andrea et merci Alice pour nous permettre de prendre la parole sur ce sujet qui est un sujet qui est au cœur de notre politique RSE. Alors donc moi, je m'appelle Audrey Brossard et je suis en charge justement du développement de la responsabilité sociétale en entreprise. La responsabilité sociétale, globalement, pour une entreprise, c'est le moyen d'intégrer des préoccupations sociales, environnementales et sociétales dans la stratégie globale de l'entreprise. Et cette définition un peu théorique, finalement, elle se traduit par la mise en œuvre d'actions de développement durable, au sens pas que environnemental ou écologique, mais de développement durable de l'entreprise, sur la base d'une action volontaire portée par la direction générale, et puis sur la base aussi d'une envie de progrès continu par l'entreprise et l'ensemble de ses salariés. Et donc, c'est dans ce contexte précis d'accélération de la RSE que nous sommes en train de construire un dispositif qui s'appelle Banquier solidaire et qui embarque le mécénat de compétences dans les actions qui seront proposées à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Merci. Du coup, pour continuer, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pourquoi s'impliquer, quels bénéfices en tirer, quels sont les apports, les enjeux, mais aussi les freins auxquels on est confronté dans le mécénat de compétences? Alors peut-être plus d'un point de vue, je dirais, humain et social, parce que la question d'après reprendra vraiment les enjeux juridiques et fiscaux. Est-ce que l'un d'entre vous trois veut commencer et donner son retour? Oui, Andrea, vas-y. Moi, j'ai un peu la vision un peu plus macro, puisqu'en fait, on travaillait avec plus de 100 entreprises partenaires qui ont chacune leur motivation et leur cas spécifique. Peut-être que du coup, Audrey pourra après nous faire part de ce que leurs attentes par rapport au dispositif et Jean-Jacques de ce qu'il a pu en tirer. Nous, en fait, en termes de gros avantages et en termes d'enjeux très forts liés au mécénat de compétences, donc il y a des liens par rapport aux 3 parties, et par rapport aux salariés, par rapport aux assos et par rapport aux entreprises. Donc pour les salariés, en fait, globalement, c'est une façon de trouver du sens à son travail au quotidien et de pouvoir vraiment s'investir dans un projet qui leur tient à cœur, et ça contribue beaucoup à leur épanouissement. Et après, il y a une dimension en fait très forte qui est une dimension d'employabilité, une dimension de développement des compétences, puisque globalement, le fait d'être plongé dans un nouvel environnement, avec des nouveaux enjeux et de rencontrer des nouvelles personnes et de travailler différemment de son contexte habituel, ça permet vraiment aussi de développer des nouvelles compétences, de prendre peut-être davantage de leadership que ce qu'on peut avoir dans son poste au quotidien, et de renforcer de façon assez forte son employabilité et son ouverture. Euh,
côté, après entreprise, en fait, il y a une dimension RSE qui est très forte. Il y a l'idée de vraiment pouvoir mettre les salariés au cœur de la transformation, d'identifier en fait les sujets qui nous tiennent à cœur en tant qu'entreprise et les sujets sur lesquels on a envie d'intervenir et pouvoir vraiment mobiliser les personnes qui font l'entreprise, qui sont les collaborateurs au profit de ces causes-là. Donc c'est déjà cet engagement-là qui est très fort. Et après, il y a des externalités très positives, notamment en termes d'attractivité, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément, enfin, surtout pour les nouvelles générations, énormément d'envie d'avoir du sens dans son travail. Donc, du coup, ça joue beaucoup sur l'attractivité de l'entreprise en tant que telle, sur son image de marque, sur son positionnement. Il y a vraiment des enjeux qui sont très forts et liés à ça. Et côté association, il y a également des opportunités très fortes, puisqu'on est souvent donc aujourd'hui, d'autant plus avec la crise sanitaire et les immenses difficultés que rencontrent les associations, on est dans un contexte de diminution des subventions, de concurrence de plus en plus forte pour pouvoir survivre. Et du coup, ça donne accès à tout un pool de nouveaux talents expérimentés qui viennent du privé, qui ont des compétences techniques sur des sujets précis et qui mettent à disposition ces compétences-là de façon gratuite pour permettre aux associations de, par exemple, redéfinir leur politique marketing, pouvoir développer leur site web ou simplement mettre en place davantage de maraudes, mettre en place davantage de distribution alimentaire, etc. Donc vraiment des thématiques super larges. Peut-être que du coup, Audrey et Jean-Jacques pouvaient rentrer un peu plus en détail. Oui, bon, vous aurez été, excusez-moi, je vais peut-être prendre un peu la suite. Euh, moi, ce qui m'a vraiment attiré dans le... Alors, j'étais déjà dans 2 associations à Rennes, Burkinaval, que Sébastien connaît, puisque j'ai eu l'occasion de le rencontrer à cette époque sur ce sujet, et Agir ABCD. Et j'ai eu l'opportunité et la chance aussi de participer à la mise en place de RBS, donc d'être sur le milieu associatif, mais qui était sur le territoire rennais. Par contre, j'avais coupé un peu les ponts avec le milieu associatif sur Quimper. Et là, ça m'a permis de mettre à disposition alors, des expériences professionnelles. Moi, j'ai toujours un peu de mal à parler de compétences, parce que je ne pense pas forcément d'avoir beaucoup plus que les autres, mais au moins des expériences, on en a toutes et tous. Et intervenir dans différents milieux, découvrir, comprendre et adapter à chaque contexte. C'est-à-dire, ce qui est vraiment riche dans le milieu associatif, c'est sa diversité, la richesse des thématiques, des domaines couverts, des acteurs avec qui on est amené à travailler. Et pour moi, ça me semblait vraiment une suite logique après de nombreuses années à animer des projets professionnels et des équipes sur toute la France et plus récemment en Bretagne. Donc, j'avais vraiment cette impression d'une continuité et, pour reprendre les termes qu'on a employés tout à l'heure, sur des valeurs. C'est-à-dire que, bien que je partageais les valeurs de mon entreprise, ce n'était pas forcément l'intégralité des valeurs sur lesquelles je souhaitais m'engager. Et là, l'intérêt, c'est de mettre un petit peu, enfin pas un petit peu, de mettre à profit tout ce que l'on a appris dans sa vie et, et le mettre à profit de valeurs, de donner du sens, vraiment. Et puis, dans mon contexte, qui est quand même un peu particulier, qui sera différent, je pense, du contexte que Audrey nous déclinera tout à l'heure. Je vous rappelle, moi, c'était 2 ans à 50% de mon temps, et c'est dans le cadre d'un aménagement de fin de carrière. Donc, ne sous-estimons pas non plus la transition douce et adaptation progressive à une fin de carrière professionnelle. Et ce qui permet de mettre le pas ou de remettre le pas, ou de renforcer, je dirais, ce que l'on fait déjà dans le milieu associatif. Et c'est une continuité qui me paraît tellement logique de dynamique de vie que c'est... Voilà, moi, je ne vais pas hésiter à sauter sur cette occasion-là. Alors, je vais juste continuer juste un tout petit peu sur à France Bénévolat, ce que ça m'a permis de faire. Moi, voilà, il y a plusieurs associations auxquelles j'avais m'a permis de rencontrer et de travailler avec un peu plus de 50 associations qui interviennent sur le territoire et qui interviennent dans différents domaines, que ce soit le social, la solidarité, l'environnement, et des associations qui sont employeuses, des associations où il n'y a que des bénévoles, des grosses structures, très très grosses, des beaucoup plus petites, composées de 2-3 bénévoles qui se réunissent
au mieux dans l'appartement d'une ou d'un des bénévoles, parce qu'il n'y a pas de local mis à disposition. Et la richesse du tissu associatif, des thématiques, des relations interacteurs, ça a vraiment été pas une découverte, parce que j'avais l'occasion de le connaître, mais vraiment une source de plaisir parce qu'on travaille quand on est en... Alors, le terme, et c'est là où après je reviendrai peut-être sur des terminologies pour lesquelles il faut faire un petit peu attention quand on est dans le domaine du bénévolat. Mais dans mon contexte, j'étais un équivalent salarié dans une association. Donc, c'était vraiment un travail avec une mission qui avait été déclinée. Et trouver du plaisir au quotidien à travailler, c'est ce que je peux souhaiter à tout le monde, qui soit actif en milieu professionnel ou en tant que bénévole. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur, si on a le temps et s'il y a lieu d'en parler, sur un petit peu le bilan que je peux faire sur deux aspects, milieu associatif et milieu bilan au sens se préparer. Se préparer quand même à un changement de milieu, un changement de façon d'aborder et de traiter les sujets. On n'est plus dans un domaine professionnel, on est dans un milieu associatif et il y a quand même des petits codes, un certain nombre de codes à s'approprier. Ouais, je pense que ça, on pourra peut-être en parler en quatrième point là, sur le suivi et le bilan. Peut-être Audrey, tu veux prendre la suite? Oui, pourquoi pas. Alors, la question initiale, elle était le pourquoi, c'est ça? Pourquoi une entreprise s'engage? Quels bénéfices, quels sont les apports? Je me souviens quand on en avait parlé ensemble avant, tu nous avais parlé de 2 projets en interne que menait le Crédit Agricole. Enfin voilà, d'expliquer, toi, en tant qu'entreprise, pourquoi vous avez décidé de participer, de devenir banquier solidaire, comme tu le disais tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous fassiez ce chemin solidaire pour accompagner les associations? Ok. Alors, il y a deux éléments de réponse dans ce pourquoi. Il y a le premier parce que historiquement, et vous le savez certainement, nous sommes une banque coopérative et mutualiste. On a une dimension très territoriale. On est un établissement bancaire où son territoire d'action et d'engagement est le département. Et donc, la proximité avec le territoire et le soutien au territoire fait partie des valeurs qui sont très, très fortement ancrées dans notre façon d'agir au quotidien. Et en fait, il y a une autre dimension qui est aussi le fait de faire fructifier nos talents et d'accorder une importance forte au corps social ou au capital humain de notre entreprise. Et donc, ce sont deux motivations, c'est bien l'engagement local et le fait de vouloir faire fructifier les talents en interne qui nous ont amenés à penser ce projet de banquier solidaire. Et donc, c'est sur l'aspect local, c'est dans la continuité de dispositifs qu'on avait déjà mis en place, et notamment une fondation qui traite du mécénat financier. C'est dans cette continuité-là qu'on s'est imaginé créer ce dispositif banquier solidaire. Et ce dispositif banquier solidaire, il se compose de 4 briques finalement, qui seront proposées aux salariés et aux élus de notre entreprise. Ces 4 briques sont le bénévolat, ou en tout cas la mise en relation avec des associations qui recherchent des personnes pour les aider sur le temps hors travail, qui recherchent des bénévoles. Et donc là, c'est une mise en relation entre les salariés et les élus de l'entreprise avec le secteur associatif qui est dans le besoin de ressources. C'est également l'arrondi solidaire, c'est d'ouvrir la possibilité à nos salariés de faire un don solidaire tous les mois sur leur salaire. C'est du parrainage aussi de personnes qui seraient peut-être plus en difficulté, soit en recherche d'emploi, soit en difficulté sociale ou financière. Et puis le dernier point, c'est le fameux mécénat de compétences qui fait qu'une entreprise, finalement, met à disposition un collaborateur sur son temps de travail au bénéfice d'une association. Et là, en fait, on entre dans un cercle vertueux qui va nous permettre, et pour nous, entreprises, de mobiliser l'ensemble des collaborateurs et des élus autour de ce qu'on appelle la raison d'être d'une entreprise, qui est pour nous agir au quotidien en faveur et dans l'intérêt de nos clients et de la société, mais aussi l'objectif pour nous qui est de faire grandir les talents en interne et
de mettre en œuvre une politique d'engagement auprès du secteur associatif qui est cohérente, tant d'un point de vue financier, mécénat financier, que de mécénat de compétences. Pour nos collaborateurs, ce qu'on imagine comme bénéfice retiré, c'est effectivement de se sentir impliqué de façon très concrète dans les projets qui lui tiennent à cœur en même temps que son entreprise. C'est évidemment un levier de développement personnel, une source d'ouverture à l'extérieur. Et puis, c'est, in fine, probablement une fierté d'appartenance à une entreprise qui s'ouvre vers son écosystème associatif. Et effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, Andrea, hein, le sens donné au travail. Et puis, pour les associations, c'est de trouver auprès de nous une autre forme de soutien que simplement le soutien financier qu'ils nous connaissent d'habitude, et c'est de leur ouvrir la possibilité d'interagir avec des experts dans nos équipes et de trouver une forme de soutien dans la mise en œuvre et l'aboutissement de leurs projets en venant chercher chez nous un juriste, un expert en web marketing, un expert en communication ou un expert en comptabilité. Voilà, c'est 4 exemples qu'on peut imaginer, mais il y en a bien d'autres. Et alors, j'ai une petite question là-dessus, parce que Jean-Jacques nous disait que lui, c'était plutôt dans le cadre de sa fin de carrière, qu'il était parti en mécénat de compétences, qu'il était là 50% de son temps dans l'association. Vous, c'est sur quel format en fait que vous partez? Est-ce qu'il y a des profils particuliers? Combien de temps? 1 heure, 2 heures par semaine? Là, tu nous as parlé d'exemples de métiers. Voilà, comment vous allez cibler, comment vous allez présenter le dispositif? Alors, d'abord, je pense qu'on l'a dit un peu en introduction, mais on est en train de construire ce dispositif. Et donc, c'est quelque chose qui verra le jour là au printemps pour nos salariés. Donc, c'est quelque chose qui est en phase de construction et de lancement. Ça, c'est le premier point. Mais la façon dont on l'a construit et dont on l'envisage, c'est effectivement sur le volet mécénat de compétences d'ouvrir 2 jours par an de disponibilité par collaborateur. Donc, ce sont plus de 1300 collaborateurs qui vont être concernés. 2 jours de mécénat de compétences qui leur seront disponibles. Pardon. Et en fait, quel profil? Eh ben, finalement, il n'y en a pas vraiment. Ce que nous propose Vendredi, puisqu'on va travailler avec Vendredi pour mettre en place ce dispositif, c'est justement d'ouvrir une plateforme qui portera à connaissance de l'ensemble des salariés les besoins associatifs, soit en termes de bénévolat, soit en termes de mécénat de compétences, et qui, du coup, au travers d'une annonce ou une publication, permettra de cibler les expériences recherchées et les compétences attendues pour la réalisation d'une mission. Et les salariés ou les élus, sur la base de leur propre motivation, évidemment, ils ne sont pas obligés, donc c'est évidemment libre à chacun de s'inscrire dans une mission, mais sur la base de leur motivation et leur envie, candidateront ou s'inscriront pour la réalisation de la mission. Donc, c'est sur la base... D'accord. C'est clair? J'ai répondu à l'ensemble de la question? Pour moi, oui. Peut-être qu'à la fin, les participants demanderont peut-être de développer quelques points. J'ai une question encore qui suit. C'est là, vous pourrez peut-être me répondre tous les trois. Il y a des entreprises qui sont prêtes à mettre en place le mécénat de compétences. Comment on va choisir les associations? Parce que je vois qu'aujourd'hui, vous êtes pas mal d'associations présentes. Comment, en tant qu'association, on se fait connaître? Comment les entreprises choisissent les associations? Est-ce qu'elles vont les chercher? Est-ce qu'elles font un appel à manifestation? Je ne sais pas, il me semble que Jean-Jacques, tu as peut-être une réponse là-dessus à nous donner? Oui, enfin, j'ai une réponse, j'ai un bout de la réponse, Un parce que avis, en j'ai tout celle cas. de mon entreprise. Moi, je travaille toujours, parce que je ne suis pas forcément encore retraité, on va dire, à Orange, avec la Fondation Orange. Donc, la Fondation Orange met en place un certain nombre de dispositifs qui peut être du mécénat en étant à la Fondation Orange et travailler un peu ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur la mise en place de sites web, sur la fracture numérique, sur un certain nombre de domaines de cet ordre. La formule que moi j'ai choisie, qui est le mécénat de compétences. Donc, voilà, Orange, une grande entreprise qui a une plateforme sur laquelle elle met en visibilité les offres, entre guillemets, les missions plutôt
proposés par les associations et les collaboratrices et collaborateurs qui sont en recherche d'associations pour une activité de mécénat de compétences ou autre, hein, puisqu'il n'y a pas que le mécénat de compétences. Je fais juste une petite digression, mais j'ai eu l'occasion il y a quelques années de pouvoir aussi bénéficier, dans le cadre des congés solidaires, de pouvoir intervenir sur une mission pendant 15 jours sur mon temps de congé, quoi. Donc, c'est une autre formule, quoi, je dirais, qui est plus proche, enfin, qui peut s'apparenter plus à ce que évoquait Audrey tout à l'heure, c'est-à-dire on est sur son temps de travail, voilà, c'est sur son congé, mais enfin, c'est l'équivalent temps de travail quand même, et on se met à disposition d'une association ou d'une mission particulière. Là, par rapport à la plateforme, les associations, alors comment les associations connaissent, déjà je serais peut-être Marie au niveau de France Bénévolat, expliquer comment peut-être eux, ils ont eu connaissance et se sont mis dans la démarche en tant que France Bénévolat. Moi, je sais qu'en tant que collaborateur, quand j'avais fait, alors, comment dire, je reviendrai un peu là-dessus après, je suis allé sur cette plateforme-là. Au départ, ce n'est pas par la plateforme que j'étais passé, puisque j'avais, moi, mon propre réseau associatif, et j'ai commencé à regarder, moi, en tant que salarié, les associations avec lesquelles je pouvais envisager un mécénat de compétences. Pour cela, je suis rentré au conseil d'administration de 2 associations avec lesquelles je pensais pouvoir faire un mécénat de compétences à l'époque, hein, qui était RBS et le CICODES, dans lequel je suis actuellement en tant que bénévole. Et pourquoi? Parce que moi, mon activité bénévole au sein des associations me semblait le meilleur moyen de connaître les acteurs, les modes d'organisation, de fonctionnement, mais aussi, et ce n'est pas à négliger quand même, de me faire, ou pas, accepter par l'association. C'est-à-dire que arriver dans une association qu'on ne connaît pas, ou qui ne nous connaît pas du tout, ce n'est pas forcément évident. Ça peut le faire, hein, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il y a toujours une période de prise de connaissance de part et d'autre pour vraiment se dire, je rappelle, moi, mon contexte, c'était 2 ans, donc c'était quand même un temps long, et 50%, c'est pas, je dirais, c'est un engagement où il est quand même intéressant d'éviter de se tromper pour tout le monde. Donc, passer par des périodes on va dire, d'essai, en gros, hein, puisque c'est un peu ça. Mais ce n'est pas que des périodes d'essai, hein. Je vous dis, le CICODES, je suis rentré en tant que bénévole à l'époque. J'ai fini mon mécénat de compétences, je ne l'ai pas fait au CICODES et je suis toujours au CICODES en tant que bénévole. Donc, c'est aussi un des moyens de confirmer, je dirais, son adhésion à des thématiques portées par les associations, quoi. Pour moi, il est vraiment indispensable qu'il y ait ça c'est un point que je reviendrai aussi peut-être tout à l'heure, mais une validation de l'ensemble des personnes, qu'elles soient bénévoles ou salariées, de l'association. Alors, c'est peut-être différent quand c'est des temps courts d'intervention, puisqu'on est plus en mode, je dirais, mission courte, mais quand c'est sur un temps lent, avec je dirais, un partage sur des mois, voire des années avec des associations, je pense qu'il est vraiment indispensable de voir si l'adéquation entre ce que l'on pense pouvoir amener, ce que l'on sait faire, et puis ne nous leurrons pas, sa posture aussi en tant qu'individu, hein. Est-ce que c'est compatible avec ce que recherche l'association? L'objectif étant quand même d'apporter, bien sûr, on fait du mécénat de compétences pour soi, mais on le fait quand même un petit peu aussi pour l'association au sens lui apporter différentes compétences, différentes actions, remplir certaines missions, mais certainement pas mettre en difficulté l'association parce qu'on s'est un petit peu trompé sur ce qu'elle attendait et on finit peut-être des fois par avoir des difficultés dans le mode de fonctionnement, quoi. Et juste finir là-dessus, parce que c'est vrai que je suis bavard, mais moi, dans le contexte d'Orange, on a une convention qui est passée. Je pense que c'est dans le cas, de toute façon, de tous les contextes, mais une convention qui peut à tout moment être dénoncée par le salarié, l'association ou l'entreprise. C'est ce qui fait que ça nous donne une grande souplesse. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut dire non, ça ne le fait pas, au bout de 2-3 mois, et quitter l'association et aller peut-être chercher une autre association. Donc, il y a cette possibilité d'aller-retour qui est qui n'est pas trop engageante et qui peut éviter
comment dirais-je, d'avoir des freins à s'engager dans un mécénat de compétences longue durée. Et c'est intéressant parce que du coup, vous êtes 3 profils bien différents pour pouvoir en parler. Peut-être qu'Andrea, tu as vu plusieurs types d'entreprises, plusieurs types d'assos, plusieurs types de mécénats qui ont été mis en place. Audrey, tu as peut-être une idée, toi, de ce qui va être mis en place. Donc, c'est intéressant d'avoir tous vos points de vue. Alors, Andrea, tu n'as pas mis ton micro. Je l'ai enlevé pour pas qu'il y ait de bruit dans le fond. Audrey, tu veux en parler donc peut-être que très rapidement, donc moi mon retour d'expérience par rapport à ça, c'est que souvent les entreprises avec lesquelles on travaille ont déjà un engagement associatif par ailleurs en fait, et elles font parfois du mécénat financier en amont. Et en fait, du coup, l'idée, c'est, lorsqu'on travaille avec elles, c'est d'une part d'intégrer déjà les associations avec lesquelles elles travaillent sur du mécénat financier, par exemple, dans le dispositif de mécénat de compétences, ce qui demande à la fois, enfin, ce qui demande un travail de communication auprès de ces associations-là et aussi un travail de cadrage pour leur permettre de définir leurs besoins en termes de compétences, les missions où elles aimeraient beaucoup avoir quelqu'un qui intervient, etc. Et ensuite, on a également un travail en amont avec notre entreprise cliente pour définir quelle est sa raison d'être et donc du coup, quelles sont les associations ou en tout cas des thématiques au sein desquelles elle a envie de s'engager. Et là, nous, après, on va venir avec des associations qui sont relatives à ces thématiques-là. On a plus de 700 associations partenaires à date, donc il y a vraiment une palette extrêmement large. Et on va leur proposer via la plateforme des missions on va proposer aux collaborateurs de l'entreprise des missions pour lesquelles ils pourront candidater et qu'ils pourront remplir et où ils pourront aller en association par la suite. Donc, il y a vraiment un travail en 2 temps. Un premier travail d'intégration des associations déjà partenaires de l'entreprise et un second travail finalement de définition de la stratégie RSE autour du mécénat de compétences. Audrey, peut-être que tu veux... Audrey, elle a disparu. Je crois qu'elle a eu un petit problème de connexion, donc peut-être qu'elle va pouvoir se reconnecter. Alors, je me dis que dans ce cas-là, profitons-en, Andrea, pour nous parler un peu du cadre juridique et fiscal de la mise en place du mécénat pour les assos et les entreprises. Et puis, quand Audrey sera de retour, on lui redonnera la parole pour nous donner les infos qui sont plus larges et les motivations un peu plus larges que juste le juridique et fiscal du Crédit Agricole. Bien sûr. Alors, déjà sur un plan juridique, en fait, ce qui est super important à savoir, c'est qu'il n'y a pas du tout de critères de taille. Donc, on pense souvent que le mécénat et le mécénat de compétences, c'est réservé aux grandes entreprises, alors que pas du tout. N'importe quelle TPE, n'importe quelle PME peut s'engager auprès des associations qu'elle souhaite soutenir, notamment sur le territoire, puisqu'il n'y a pas de critères de taille pour mettre en place le processus de défiscalisation. Et c'est super important. Après, en termes de défiscalisation, donc on part sur le même principe que pour le mécénat financier. Donc, les versements qui sont effectués par les entreprises au titre du mécénat, ils entraînent une réduction d'impôt qui est égale à 60% de la somme versée, dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe. Concrètement, pour le mécénat de compétences, ça veut dire qu'en fait, on va déjà estimer le coût de salaire brut horaire du collaborateur et les cotisations sociales, et on va multiplier ce coût-là par le nombre d'heures de mécénat de compétences effectuées, et ce qui va nous donner le montant à partir duquel on va pouvoir défiscaliser 60%. Et en fait, les associations sont en mesure donc d'émettre un reçu fiscal qui va permettre par la suite à l'entreprise d'entamer ce processus de défiscalisation. Donc ça, c'est un point important à indiquer pour les associations qui sont intéressées. Il faut qu'elles soient en capacité de délivrer un reçu fiscal. Dans l'idéal, il faut qu'elles soient en capacité de délivrer un reçu fiscal. Globalement, après, toutes les entreprises clientes ne souhaitent pas forcément défiscaliser. En fait, c'est extrêmement rare en fait, que la défiscalisation soit l'argument majeur de l'implication d'une entreprise via du mécénat de compétences, parce que concrètement, ça demande quand même de l'énergie en termes d'une définition d'une stratégie, en termes de référents en interne, en termes de prise de contact avec les associations, etc. Donc,
concrètement, l'énergie déployée est suffisamment importante pour que finalement l'avantage fiscal soit presque accessoire. Donc, toutes les associations, surtout donc, si elles ont un impact social, sont éligibles pour du mécénat de compétences. Après, concrètement, toutes les interventions en association ne pourront pas forcément donner lieu à une défiscalisation. D'accord. Tu disais l'autre jour que les entreprises, il y en a beaucoup qui venaient peut-être en tête avec l'idée de défiscaliser et qui finalement se rendaient compte que l'engagement des salariés était tellement, était fort et que du coup ils en oubliaient ou de faire la défiscalisation, ou alors ils trouvaient que c'était beaucoup de travail peut-être juridique derrière. Exactement, en fait, ça demande un suivi. C'est pas forcément énormément de travail, mais ça demande un suivi juridique et parfois les entreprises ne considèrent pas forcément ça comme indispensable. Donc, peut-être est-ce que je peux vous apporter un regard d'entreprise sur ce point. Alors juste pour revenir sur les motivations globales de l'engagement d'un programme de mécénat de compétences, d'abord rappeler à tous que c'est pas la motivation première, on n'a pas d'enjeu de défiscalisation au niveau de l'entreprise, et donc ça vient en accessoire ou en une brique complémentaire d'un programme. Et en effet, puisque c'est quelque chose que nous sommes en train de creuser actuellement au sein de l'entreprise, c'est le volet fiscal de ce dispositif. Il y a une expertise nécessaire en termes de fiscalité à mobiliser. Donc, on a la chance, nous, d'avoir une expertise fiscale qui vient en appui, une experte fiscale qui vient en appui. Mais pour autant, je vous confirme qu'à un moment donné, on se posera la question de savoir si c'est une vraie nécessité, puisque ça engage un suivi administratif régulier. Mais en tous les cas, c'est possible. Une entreprise peut se défiscaliser à hauteur de 60% la valorisation de la charge salariale du collaborateur lorsqu'il est mis à disposition d'une association, mais ce n'est pas une motivation première. Et je crois tout à l'heure que, alors je ne sais pas si je peux changer de sujet, mais je crois que tout à l'heure, il y avait des questions dans le chat que j'ai manquées parce que j'ai eu une perte de connexion sur comment est-ce qu'on avait l'intention de mobiliser ou de faire savoir aux associations qu'on lançait le dispositif, c'est ça? Oui, c'est vrai. Et ben là, je vais faire la part belle à Vendredi. Hein, c'est que la plateforme Vendredi est aussi un moyen pour nous d'accéder à, je crois, c'est plus de 800 associations, Andrea, qui sont répertoriées. Plutôt entre 700 et 800 aujourd'hui, oui, tout à fait. C'est ça. Qui sont répertoriées dans la plateforme et qui d'ores et déjà émettent des annonces, ou en tout cas portent à connaissance des entreprises des besoins, soit sous l'aspect bénévolat, soit sous l'aspect mécénat de compétences. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que bien entendu, on va s'appuyer sur notre tissu associatif local et connu pour faire savoir ce nouveau dispositif et puis les engager à rejoindre la plateforme Vendredi, à s'y inscrire, et du coup à ce qu'on puisse faire cette mise en relation, nous à notre niveau. Ok. Peut-être qu'on aborde le dernier point avant de passer à la présentation de Vendredi et les questions, si ça vous va. Bien sûr. Il y avait juste autre chose qu'on avait abordé entre nous, les intervenants, c'était plutôt l'animation du dispositif. Donc, plus pour Jean-Jacques et Audrey, bien que Audrey, il n'y en a pas encore vraiment d'animation, mais Jean-Jacques, peut-être comment tu as vécu, c'est moi quel est le bilan, donc ton retour d'expérience. Et Audrey, comment tu penses l'animer, le coordonner, t'assurer que ça fonctionne aussi d'un point de vue entreprise. Et puis, on finira par Audrey, quel accompagnement tu peux avoir au sein de Vendredi pour que justement quelqu'un comme Jean-Jacques ou comme Audrey puisse faire en sorte que ce dispositif fonctionne et soit une vraie satisfaction au sein des salariés et des associations et des entreprises. Je prends la parole en premier. Très bien, vas-y. Oui. Alors, c'est la mise en place d'un dispositif comme celui-là chez nous qui s'appelle donc Banquier Solidaire. Il se fait forcément
en coordination avec plusieurs experts de l'entreprise. Évidemment, le service ressources humaines est embarqué dans l'aventure. Évidemment aussi toute la partie communication interne, nos experts en communication interne. Et donc, le sujet de l'animation sera bien entendu régulièrement de porter à connaissance des collaborateurs le dispositif banquier solidaire et de leur partager régulièrement le lien vers la plateforme Vendredi. En termes d'animation également, l'objectif il va être de valoriser très, très rapidement les premières mises en relation avec les associations pour que les retours d'expérience des salariés ou des élus puissent donner envie et inciter les autres à s'engager, les autres salariés à s'engager eux-mêmes dans des missions de mécénat de compétences. Et puis également de donner la parole à des associations pour exprimer voilà, les bénéfices de la mise en place de ce dispositif. Et puis après, je te laisserai peut-être plus la main, Andrea, mais de dire aussi que Vendredi est une plateforme qui non seulement fait la mise en relation, mais aussi permet l'administration globale du dispositif avec un espace d'administration dans lequel moi, en tant que coordinatrice de ce dispositif, je vais avoir accès, je vais pouvoir visualiser le nombre de salariés engagés, le nombre d'annonces qui sont en attente, je vais pouvoir valider les annonces, être en relation avec les associations pour valider leurs demandes. Pouvoir également m'assurer que sur des missions de mécénat de compétences, le salarié qui s'y engage soit en accord et coordonné avec sa direction. Donc voilà, la plateforme permet tout ce suivi en back-office de la coordination du dispositif et ça fait partie des atouts du dispositif proposé par Vendredi. Merci beaucoup pour les précisions, Audrey. C'est très agréable de voir qu'en fait, nos clients comprennent très bien la valeur ajoutée. C'est chouette. Moi, j'ai donc vu que vous êtes principalement tous, vous faites principalement quasiment tous fait partie d'associations. Du coup, moi, j'ai un peu identifié quelques bonnes pratiques qui permettent du coup en particulier pour les associations qui permettent de faire en sorte que les missions se passent au mieux et que le dispositif apporte vraiment une grosse valeur ajoutée. Donc, en fait, ce qui est super important, c'est que en amont de la mise en place du mécénat de compétences en association, que les équipes soient au courant justement des atouts du dispositif, des apports et qu'elles sachent que ça va vraiment avoir une valeur ajoutée forte d'avoir quelqu'un qui a des compétences spécifiques sur un sujet donné et qui intervient sur le sujet en question et que cela vaut le coup d'investir du temps peut-être de formation et d'accueil pour cette personne-là pour qu'elle puisse vraiment être autant d'aide que possible. Euh, Ce qui est important aussi, c'est d'informer au moment où on met en place le dispositif de mécénat de compétences, d'informer les entreprises qui sont déjà partenaires de l'association, du dispositif et leur expliquer quels sont les atouts pour qu'elles puissent potentiellement mobiliser leurs salariés au profit de l'asso en termes de compétences. Euh, Sur un plan de la communication également, c'est ajouter le mécénat de compétences dans l'offre de partenariat, sur les brochures, sur le site web, etc. Et c'est diffuser des missions qu'on aura bien cadrées auprès du réseau de bénévoles et sur le site internet. Une fois qu'on reçoit des salariés ou des bénévoles en mécénat de compétences, important donc du coup de former les personnes qui seront en charge de l'accueil de ces ressources-là, faire remonter les besoins clés pour pouvoir bien cadrer les besoins et surtout d'assurer un suivi qualitatif des missions auprès du salarié pour être sûr qu'en fait lui aussi en tire un bénéfice personnel important et auprès de l'entreprise partenaire pour en fait pérenniser du coup le soutien sur du moyen terme. Très rapidement, les best practices qu'on a définies auprès des assos. Pour les entreprises, en fait, ce qui est important, c'est qu'elles puissent rattacher la politique d'engagement à leurs enjeux clés. Donc, que par exemple, une entreprise dans l'agroalimentaire puisse intervenir, par exemple, sur des assos qui sont en lien avec l'alimentation, etc. Également que des formats d'engagement spécifiques pour chaque cible de salariés soient définis. Ça ne va pas être la même chose d'engager des personnes en fin de carrière. Je pense que Jean-Jacques, vous pourrez nous en dire un peu plus que des personnes qui viennent d'être diplômées ou des salariés en seconde partie de carrière. En gros,
tous les salariés n'attendent pas la même chose du dispositif et ça vaut le coup de définir des cibles spécifiques. Et ensuite, vraiment de définir des process et une gouvernance claire entre les différentes parties prenantes au sein de l'entreprise, que ce soit pour une PME, souvent donc les cadres dirigeants et la personne qui gère la communication interne, ou pour une grande entreprise, la partie ressources humaines avec le département RSE, etc., savoir qui fait quoi et comment est-ce qu'on structure cette collaboration. Voilà Jean-Jacques, vous voulez compléter? Oui, enfin, compléter, oui, un petit peu. Je vais peut-être compléter par la deuxième partie que je voulais aborder. Pour moi, puisque je me suis trouvé en même temps, j'avais une configuration qui était assez intéressante, puisque je me retrouvais en même temps en équivalent salarié dans une association et en tant que bénévole dans une autre. Et ce qui m'a permis de comprendre et d'appréhender un certain nombre d'aspects que je n'avais pas du tout envisagé ou un peu, de façon un peu moins fine, on va dire. Vous avez déjà parlé, hein, donc pour moi, il y a vraiment une nécessité, c'est qu'au niveau associatif, il y ait une définition claire, précise de la mission, des attendus, des objectifs, de qui anime ce salarié, pour employer le terme manage, à qui il va devoir, là où le salarié va devoir rendre des comptes. Et puis, peut-être un point d'attention, c'est, oui, proposer des journées découvertes, on va dire, des journées ou des heures, enfin bon, qui est quand même une connaissance, une bonne connaissance au niveau de la personne qui viendrait éventuellement. Et puis un tout petit message qui est d'éviter de positionner. Alors, c'est complètement différent quand on est sur des interventions ponctuelles telles que le Crédit Agricole pense l'envisager au moins dans une partie de ses formules, d'un mécénat compétent sur du long terme. Sur du long terme, pour moi, il y a une chose qu'il faut vraiment éviter, c'est de positionner la personne sur des activités opérationnelles récurrentes. Qui sont des activités structurantes pour l'association. Pourquoi? Parce que, enfin, plutôt être dans un mode mission qu'un mode récurrent d'activité, on va dire, opérationnel. Pourquoi? Parce qu'il faut garantir une continuité. C'est-à-dire qu'un mécénat de compétences, alors, j'espère que Marie aura retrouvé peut-être, quoique je ne la vois plus sur le fond, alors ce sera peut-être Daniel, mais n'oublions pas qu'au bout du temps de la mission, le mécénat de compétences ou la mécénat de compétences n'est plus là. Et si on a basé le fonctionnement d'une partie de son association sur l'activité de cette personne, ça risque de mettre en difficulté l'association lorsque cette personne part. Donc, faire bien attention, plutôt positionner sur des missions, mode projet, on va dire, plutôt que sur des missions récurrentes, opérationnelles, qui sont le cœur de vie un petit peu de l'association. Enfin, s'il y a une précaution que je peux me permettre d'apporter, ça serait celle-ci. Pour ce qui est, maintenant je vais parler plus de la personne qui recherche à faire un mécénat de compétences, faut bien avoir les idées claires aussi sur qu'est-ce qui nous anime. Et ce que disait Andrea tout à l'heure, ce qui m'anime moi, on va dire, en fin de carrière, qui anime quelqu'un qui est jeune diplômé ou quelqu'un qui est en milieu de carrière. Il y a plein de raisons, et elles sont toutes valables, de vouloir se mettre à disposition du secteur associatif. Mais il faut quand même bien les identifier, ces raisons, pour ne pas se leurrer soi-même et puis partir sur bonne base pour soi-même et pas éviter des frustrations. Je pense qu'il faut vraiment éviter au maximum, et là il y a un accompagnement d'entreprise qui est absolument nécessaire, mais d'éviter des frustrations autant côté salarié que côté association, on va dire. Une fois qu'on a identifié l'association, bien avoir une bonne compréhension des thématiques, du mode de fonctionnement, et du mode de fonctionnement et de l'organisation qui sera différente, comme je disais tout à l'heure, si c'est une association employeuse ou une association avec uniquement des bénévoles. Un petit détail, mais parce que moi, il a fallu que je fasse attention à ça. Pensez aussi qu'il faut des fois adapter son vocabulaire. On est dans un milieu associatif, on n'est plus dans un milieu entreprise. Parler de management, parler de marketing, parler de commercial, il y a des fois, même si pour moi il n'y a aucun mot qui peut fâcher là-dedans,
il y a quelquefois, dans le milieu bénévole, ça peut avoir une acceptation plus ou moins différente. Donc, bien faire attention qu'on est dans un milieu de bénévolat. Il y a aussi une chose, c'est que le temps, quand on n'est qu'avec des bénévoles, par exemple, le temps bénévole n'est pas le même que le temps salarié, en termes de réactivité, en termes d'enjeux, en termes d'impératifs. Et ça, il faut vraiment éviter ces décalages. On a tendance, quand on arrive à vouloir fonctionner en mode entreprise, hein, c'est-à-dire, je disais tout à l'heure, j'avais géré un certain nombre de projets, donc gérer des projets. On ne gère pas des projets de la même façon quand on est dans le milieu associatif, et surtout quand on est un milieu associatif avec uniquement que des bénévoles. Alors là, peut-être que Daniel voudra réagir, mais voilà, c'est juste des petites précautions. Moi, sincèrement, à refaire, je ressigne au même endroit et de la même façon, hein. Je repars sur le sujet parce que je considère que c'est une telle richesse que ce serait dommage de s'en priver. Mais il faut quand même prendre conscience d'un certain nombre de petites choses pour éviter cette frustration. Mais je vous dis des frustrations autant pour la personne qui est en mécénat de compétences que pour l'association elle-même. Puisqu'en fin de compte, chacun, si on vient dans une association, c'est par rapport à des valeurs. Et ces valeurs-là, on les partage avec l'association. Merci Jean-Jacques pour ce retour. Et merci à vous trois, parce que c'est vrai qu'on a eu vraiment 3 points de vue différents. Donc, c'est ça qui était intéressant. On se rend compte que ce dispositif, en fait, il est assez modulable. Il est aussi adaptable à chaque entreprise, chaque association, qui a des avantages un peu pour tous. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions? Moi, peut-être... Ah, pardon. Je t'en prie, Audrey, vas-y. Pardon. Moi, peut-être simplement de dire que j'ai hâte que ce soit lancé dans mon entreprise. Il reste encore quelques petites étapes de validation, mais on devrait y arriver, j'ai pas trop de doutes. Et du coup, j'ai hâte de voir aussi quels en sont les bénéfices retirés par tous. Si on est dans le vrai quand on dit que ça va permettre aux salariés de monter en compétences, que ça va offrir une ouverture d'esprit, apporter du sens, etc. Donc voilà, j'ai hâte des réalisations concrètes. On a hâte de voir. J'ai juste une question pour Audrey Brossard. J'ai bien compris tout à l'heure que votre mécénat de compétences était 2 jours par an? Oui, c'est ça. Ben, je suis dubitative quand même. Est-ce que vous pouvez expliquer? En tant qu'association, 2 jours par an, ça me paraît un peu juste, quoi, pour découvrir, comme disait Jean-Jacques, il faut quand même découvrir l'association, s'intégrer à son projet. Donc 2 jours, ça me paraît vraiment léger, quoi. Alors, vous avez raison, si toutefois c'est une mission de temps long, Daniel, que cette durée peut paraître très courte, mais en fait, peut-être la proposition qui sera faite aux associations sera plutôt sur un besoin ponctuel, un caillou dans la chaussure de l'association, un dossier spécifique qu'on n'arrive pas vraiment à résoudre tout seul et pour lequel on aurait besoin d'aller chercher un expert externe. C'est plus en ce sens qu'on viendra apporter notre aide plutôt que de dire on va mettre à disposition un salarié sur plusieurs semaines pour venir aider sur un temps long. C'est plus clair comme ça ? Alors, juste pour, du coup, je rebondis sur ce que dit Audrey. En fait, ce qu'on constate en fait qui arrive aussi, c'est que lorsque les salariés ont à disposition plusieurs jours par an pour s'engager, s'ils souhaitent rejoindre des missions qui demandent une durée un peu plus importante, ils peuvent le faire par la suite sur leur temps personnel en fait. Donc rien ne les empêche quelque part de faire les 2 jours ou les 3 jours qu'offre la société à tous ses collaborateurs et ensuite de prendre davantage de temps sur leur temps personnel pour pouvoir mener une mission à bout qui demande un peu plus de temps. En fait, oui, vous avez raison. Andrea, tu as parfaitement raison. C'est une entrée en matière, en quelque sorte, qui est proposée par l'entreprise. Et puis, l'autre dimension qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'on n'est pas sur un dispositif d'accompagnement à la retraite.
On est vraiment sur des collaborateurs qui vont, avec qui vous allez pouvoir engager un échange, qui vont avoir 25 ans, 34, 45, et donc les missions, ou en tout cas leur engagement dans l'entreprise est différent que celui de quelqu'un qui souhaiterait prendre la direction ou le chemin de la retraite tout doucement, en se disant je veux m'impliquer dans des associations et le faire de façon transitoire avant la fin de ma période de salariat, quoi. C'est deux visions différentes. Oui, c'est vraiment deux projets qui ne sont pas comparables, en fait. Tout à fait. Oui, juste pour peut-être pas compléter, parce que je n'ai pas l'expérience sur la deuxième partie. Enfin, je vous dis, j'ai l'expérience quand j'étais avec le congé solidaire, mais je rebondis sur ce qui a été dit, c'est que, en fin de compte, l'action qui pourrait être faite sur les 2 jours, enfin sur une période très courte de cet ordre-là, généralement, elle se prolonge. Elle se prolonge parce qu'il y a, quand ça se passe bien pour l'association et pour la personne qui souhaite intervenir comme ça dans le cadre d'une association sur un temps court, c'est que ça permet ou pas de générer après des actions qui sont faites sur du temps bénévole et uniquement du temps bénévole, quoi. Mais ça permet de faire du lien entre, enfin, ne pas couper ce que je trouve toujours un peu dommage de couper d'une façon un peu franche le monde associatif, le monde de l'entreprise. Et d'ailleurs, si je veux faire juste un petit clin d'œil à RBS, c'est bien l'objectif qu'on a eu en créant RBS, Réseau Bretagne Solidaire, c'était bien d'associer les différents acteurs, dont les acteurs des entreprises, de la recherche, de l'éducation, et pas uniquement être au niveau des associations, alors qui étaient plus des associations de solidarité internationale, puisque c'est quand même le fondement même. Mais c'est bien cette ouverture pour dire on est tous concernés. Après, en fonction de son contexte, de son contexte professionnel, de son contexte de vie, de son entreprise, l'implication prendra des formes différentes. Mais toute implication est bonne à prendre. Et de toute façon, après, excusez-moi, je vais faire une petite image peut-être un peu idiote, mais c'est un peu comme des graines, quoi. Tout germera peut-être pas, mais dans ces interactions qu'il y aura, il y aura forcément des choses qui resteront chez certaines personnes et qui amèneront un avenir plus conséquent que peut-être les 2 jours. Peut-être un tout dernier point, c'est que même s'il s'agirait de plusieurs personnes différentes, dans un avenir idéal, on pourrait imaginer que chacun des collaborateurs de l'entreprise se mette à disposition 2 jours. Et en fait, ça représente 2500 jours au total sur une année, au bénéfice des associations locales. Donc le cumul, le volume cumulé de possibilités offertes est important. Après, c'est pas qui fera mieux de quelle manière. Je pense que c'est plus certaines structures sont plus sur du ponctuel, d'autres sur du plus long terme. En fait, chacun a sa stratégie d'engagement. Ça peut donner sur avant départ retraite, ça peut donner sur, comme tu le disais, Jean-Jacques, du bénévolat. Je pense qu'il n'y a pas à comparer si c'est trop court ou trop long. C'est que vraiment, chacun s'y retrouve là où il a envie de s'y retrouver aussi. Je fais aussi une petite. Enfin, je vois que Philippe indique en ce qui concerne le greffe Éducateurs sans frontières que vous cherchez plutôt des collaborateurs sur des missions de 2 à 4 semaines sur le terrain. En fait, la plateforme aujourd'hui, elle est également ouverte aux citoyens en tant qu'individuels qui voudraient s'engager sur leur temps personnel pour des associations ou des missions d'intérêt général. Donc, il y a cette partie de médecine de compétences qui est super importante pour nous et qui est relative à notre collaboration avec les entreprises. Mais aujourd'hui, en tant que tel, un étudiant, par exemple, qui est en césure, ou une personne qui a du temps à consacrer à du bénévolat peut trouver de ce type-là de missions sur la plateforme. Donc, je vous incite vivement à nous rejoindre et à indiquer de façon un peu plus précise vos besoins parce que vous pouvez trouver des personnes qui peuvent y répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres interrogations, d'autres remarques?
Excuse-moi Alice, oui, j'avais une question sur l'évaluation, c'est-à-dire quand un salarié a fait une mission, est-ce qu'il y a une évaluation pour voir comment l'association a progressé et comment doit être organisée la mission d'après? Tout à fait, en fait, via la plateforme, les salariés vont faire un bilan de leur expérience et l'asso, elle va pouvoir également faire un bilan de son expérience et faire part des éléments qui ont bien marché, des pistes à améliorer. Et en fait, l'entreprise a de la visibilité sur les deux, donc elle peut voir aussi mesurer du coup l'impact de l'intervention de ses collaborateurs en asso et voir s'ils en sont contents et comment est-ce qu'elle peut se repositionner autrement s'il y a des choses à améliorer. Et est-ce que l'association est accompagnée? Parce que parfois, elle peut avoir du mal à définir ses besoins et le niveau de compétences nécessaires pour répondre à ses besoins. En fait, l'association est assez autonome. Globalement, nous, on est là en support pour, si jamais elle souhaite poser des questions précises concernant la définition de ses besoins. Mais après, l'idée, c'est qu'elle puisse elle-même un peu entamer une démarche de définition des besoins et pour pouvoir rédiger quelque chose qui ressemble à une fiche de poste qu'elle va poster dans la plateforme pour trouver des bénévoles ou des collaborateurs en mécénat de compétences. Donc, elle est plutôt autonome sur ce sujet-là. D'accord, merci. Avec plaisir. Je précise également, comme il y a beaucoup d'intervenants d'associations, que en fait, l'intégration des associations sur la plateforme est complètement gratuite pour elles. Donc, c'est un service impact qui est super important pour nous et qu'on met à disposition. Et ce qui est super aussi avec Vendredi pour le côté associatif, c'est que la promesse, c'est vraiment d'être propulsé et de porter à connaissance des entreprises adhérentes de la plateforme de vos besoins. Donc, c'est vraiment cet intermédiaire, cet entremetteur voilà, qui fera que vos besoins seront connus de nos salariés. Tout à fait, Audrey. Oui, Jean-Jacques, ça me fait penser à quelque chose, je ne sais pas si je peux en parler, Marie n'est plus là, la présidente de France Bénévolat, c'est par rapport à la question de Sébastien. France Bénévolat, alors je ne fais pas de pub pour France Bénévolat, je peux en faire parce que j'ai beaucoup apprécié d'y être et je continue à avoir des relations avec. Mais ce que j'ai apprécié, moi, à France Bénévolat, c'est que justement, parce que je rebondis sur la notion d'aide à la définition des missions et activités. Et c'est quand même un petit peu le cœur d'activité, on va dire, de France Bénévolat, puisque les 50 associations avec qui on est en relation, on va dire, sur le Sud Finistère, l'objectif, c'est de travailler avec elles à la définition de leurs besoins en termes. Alors, on est uniquement sur la partie bénévole, on n'est pas du tout sur la partie entreprise, mais ça peut s'apparenter. C'est-à-dire que aider les associations à définir leurs activités, leurs missions. Alors, c'est sur des activités bénévoles, dans le cadre de France Bénévolat, mais ça passe par une appropriation, une bonne connaissance de l'association. Daniel sait de quoi je parlais là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose que je défendais quand j'étais à France Bénévolat, qui est d'avoir un regard extérieur vis-à-vis de l'association et d'aider l'association à transcrire un besoin en termes d'activité qu'elle voit d'une façon assez en interne, on va dire, de le voir avec un regard extérieur et la connaissance un petit peu de ce qui se fait aussi dans les autres associations pour aider à décliner des activités et des missions et ou voire à proposer des choses. Voilà, c'est juste une parenthèse. Et c'est vrai que je rejoins, alors c'est peut-être quelque chose qui pourrait être envisagé à un terme long, moyen, j'en sais rien, mais côté Vendredi, parce que c'est vrai que côté association, il y a des associations qui arrivent vers nous en disant ben voilà, j'ai besoin de un bénévole sur tant d'heures pour faire telle chose. Et puis quand on commence à gratter avec et qu'on commence à bien creuser, on arrive à quelquefois, il y a des fois où le besoin est à prendre tel quel, mais on arrive quelquefois soit à identifier de nouveaux besoins, soit à modifier un petit peu la demande initiale. Et notamment par rapport à des aspects que j'ai évoqués tout à l'heure, en termes de prérequis ou de points d'attention, qui est
Attention, on n'est pas, quand on est sur du bénévolat, on n'est pas sur des emplois salariés. On n'est pas là pour combler, je vais prendre un exemple, et je très caricatural exprès pour provoquer, mais on ne va pas recruter un comptable, par exemple. D'accord? Il y a des activités qui sont du domaine salarié qu'on ne peut pas concurrencer par du bénévolat. Et ça peut nous arriver, dans le cadre de nos activités à France Bénévolat, de modifier ou de proposer, puisqu'on ne modifie rien à notre niveau, mais de proposer à l'association une vision différente de l'expression de besoin qu'elles auraient initialement. Donc, je pense qu'il peut être intéressant d'avoir cette petite prestation supplémentaire qui est l'aide à la compréhension ou à la définition du besoin et qui, des fois, simplement faire miroir pour que la personne, au fur et à mesure qu'elle s'exprime, elle complète sa vision des choses en termes de besoins. En fait, je suis complètement alignée à titre personnel avec toi, Jean-Jacques, par rapport à ça. L'idée, c'est qu'en fait, nous, au cas par cas, lorsque les associations nous sollicitent, c'est quand même concrètement un peu ce qu'on fait, les aider à définir ces besoins-là, mais on ne communique pas de façon outrancière dessus, tout simplement parce que comme on travaille avec 700 associations et qu'en termes de ressources en interne, on a 3 personnes qui y sont dédiées, c'est super compliqué pour nous de faire à titre très gratuit une mission de conseil pour chacune des associations pour l'aider à cadrer ses besoins si elle-même n'a pas déjà fait un travail en amont de réflexion là-dessus. Donc, c'est pas vraiment nous qui serons à l'origine, c'est pas nous qui vraiment seront à l'origine de la mise en place de ce travail de réflexion, mais après, s'il s'agit juste de formalisation ou de poser des questions ou de pouvoir s'exprimer, bien sûr, on est là et on est tout à fait prêt à aider les assos. Il y a une question du coup par Amandine pour les conditions qui font qu'une asso est en mesure d'émettre un reçu fiscal. Alors, je ne sais pas si quelqu'un pourra donner un peu plus d'infos que moi. Il me semble qu'il faut faire une demande à la préfecture pour montrer qu'on est d'intérêt général. Ouais, je suis pas une spécialiste du sujet, donc je pourrais poser la question à mon collègue. Pardon? C'est aux impôts qu'il faut faire la demande, pardon. En fait, normalement, il y a effectivement un label d'utilité publique à obtenir pour pouvoir émettre un reçu fiscal. Néanmoins, je me demande si c'est obligatoire ou pas. Je vais poser la question à mon collègue qui est en charge des assos et je vais revenir vers vous avec une réponse. Audrey, tu pourras me transmettre les emails des personnes présentes pour que je puisse leur faire ce retour? Alice, peut-être? Oui. Alice, pardon. Désolée, Audrey. Je te l'enverrai, bien sûr. Pour moi, parce que c'est une question qu'on s'est déjà posée, pour moi, il faut effectivement une autorisation pour l'émission d'un reçu fiscal. Donc, il y a forcément une demande à exprimer auprès de quelle structure précisément, je ne sais pas, mais c'est certain. Il y a quand même des entreprises présentes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions parmi les participants? Bon. Du coup, si personne ne souhaite ajouter quelque chose, eh bien, on va déjeuner. On peut aller manger. Oui, je suis désolée. Normalement, on fait ça sous forme de déjeuner coup de pouce. Et donc, et on mange tous ensemble, c'est ça? Normalement. Exactement. Et voilà. Et normalement, on déjeune tous ensemble. Et du coup, ça permet d'avoir un échange un peu informel sur des sujets tout autant intéressants. Et du coup, là, on n'a pas eu le choix que d'annuler ce repas. Mais la prochaine fois, on vous invitera à se déjeuner tous ensemble. Mais effectivement, il est peut-être l'heure de se quitter pour poursuivre nos journées. En tout cas, merci beaucoup à Andrea, Audrey et Jean-Jacques pour vos retours, parce que c'était hyper intéressant d'avoir des points de vue aussi différents. Et je vous transférerai, si vous voulez, les mails des personnes qui étaient présentes aujourd'hui pour que vous puissiez donner peut-être plus d'informations si vous le pensez nécessaire. Merci beaucoup, Alice, pour l'organisation. Oui, merci beaucoup, Audrey et Jean-Jacques pour votre participation. Et de mon côté, moi, je ferai un follow-up
aux assos pour pouvoir vous indiquer comment en fait vous pouvez rejoindre la plateforme et comment est-ce que vous pouvez avoir davantage d'informations, et je vous ferai un retour également sur la question du reçu fiscal. Très Voilà. bien. Merci à tous. Merci. Belle journée. Bonne journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.